Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce congrès d'avoir pensé aux jeunes, donc aux résidents. C'est vrai, donc hier, on avait la chance d'assister à des conférences de haut niveau. Et pour arriver à ce niveau-là, donc, il faut donner de l'opportunité aux jeunes de travailler, de préparer, de faire bravo et de présenter. Donc, c'est une session de communication libre. Les règles de communication libre, normale, c'est de rapporter l'expérience de l'équipe, c'est-à-dire juste une introduction avec objectif de travail, les résultats et une petite conclusion. Donc, ce n'est pas la peine de faire discussion, comparaison. Donc, voilà, c'est pour gagner du temps. Donc, je vous le dis d'emblée. On va consacrer 7 minutes par présentation avec 2 minutes, 3 minutes de discussion après, puisque c'est des sujets différents, donc on va discuter communication par communication. Donc, 5 questions par communication. 5 Donc la première communication sera présentée par le Dr Qadi sur la rougeole chez l'enfant, le retour inattendu d'une maladie oubliée. Donc vous avez la parole. Cher maître, honorable assistance, c'est un honneur pour moi d'ouvrir aujourd'hui cette séance de communication orale. Mais avant de commencer, je tiens, au nom de mes camarades ici présents, à vous remercier les organisateurs et surtout Dr Dahlan avec qui on avait contact pour sa disponibilité, pour son soutien précieux envers les futurs pédiatres que nous sommes. Donc, permettez-moi de vous présenter un aperçu de notre travail effectué au sein du service de pneumoallergologie et d'infectiologie pédiatrique de l'hôpital d'enfants de Rabat, intitulé « Retour de la rougeole chez l'enfant ». Nous débuterons par une introduction du sujet. Ensuite, nous aborderons les matériels et méthodes utilisés. Nous présenterons après les résultats obtenus que nous discuterons rapidement avant de conclure. Donc, la rougeole est une infection virale aiguë causée par un paramyxovirus. C'est une maladie très contagieuse qui peut entraîner des complications graves, voire même des décès. Depuis septembre 2023, notre pays vit une véritable recrudescence des cas. Le premier cas hospitalisé à l'hôpital d'enfants date du 1er février 2024. Face à cette résurgence des cas au Maroc, il est crucial de mettre en place une prise en charge rapide et une surveillance épidémiologique renforcée. L'objectif de notre étude est d'analyser les aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs des enfants hospitalisés pour rougeole afin d'en tirer des leçons. Nous avons mené une étude prospective et descriptive entre février et octobre 2024 au niveau du service de pédiatrie 1 à l'hôpital d'enfants. Donc l'étude a porté sur les enfants âgés entre 2 et 15 ans hospitalisés pour rougeole. Les patients gérés en ambulatoire et ceux ayant quitté l'hôpital contre avis médical n'ont pas été inclus. Nous avons hospitalisé un total de 64 patients. Nous avons noté une légère prédominance masculine. L'âge médian des patients est de 4 ans et 3 mois. En ce qui concerne la répartition géographique des cas, Srerat représente 24%, suivi de Salé, puis Rabat Mara. 53% des patients proviennent des zones rurales. 61% de nos patients n'ont pas été vaccinés. 16% ont eu une vaccination incomplète, ils ont pris une seule dose. Et 23% ont bénéficié d'une vaccination complète, carnet de santé à l'appui. 31% des cas de rougeole ont été confirmés par des analyses biologiques, tandis que 47% ont été confirmés par un lien épidémiologique. Pour ce qui est des symptômes précédant toute éruption, on voit que la fièvre était présente chez tous nos patients, la catarrhe oculonasale chez 45% des patients, suivie par la toux. L'apparition de l'éruption survient en moyenne 3,8 jours après le début de la fièvre et les patients consultent en moyenne après 5 jours. L'éruption est descendante chez tous les patients, maculopapuleuse dans 91% des cas, généralisée dans 81% des cas et s'accompagne d'une atteinte palmoplantaire dans la moitié des cas. À l'admission, tous nos patients ont présenté un exanthème. L'énanthème était présent chez la moitié des patients. Les taches de Koplik pathognomoniques de la rougeole ont été présentes chez 17% de nos patients et la conjonctivite était également très fréquente avec un pourcentage de 91%. Voici quelques photos de nos patients avec l'éruption caractéristique, la conjonctivite et les signes de Koplik. Les principales raisons d'hospitalisation sont dominées par la gêne respiratoire, suivie du refus de s'alimenter et de la fièvre mal tolérée. La radiographie thoracique, bien que non systématique, a été demandée chez 40 patients
Elle a révélé un syndrome alvéolaire dans 14% des cas et interstitiel dans 6% des cas. Le bilan biologique n'était pas systématique non plus. Lorsqu'il a été réalisé, il a révélé une lymphopénie dans 20% des cas, une hyponatrémie dans 17% des cas et une thrombopénie dans 11% des cas. La CRP a été négative chez 64% de nos patients, modérément élevée chez le 1 quart et supérieure à 50 mg par litre dans 8% des cas. Aucune corrélation statistiquement significative n'a été retrouvée entre les niveaux de CRP et le statut vaccinal des patients. Dans notre étude, un peu plus que la moitié des patients ont présenté des complications liées à la rougeole. Les complications respiratoires sont les plus fréquentes, représentant 61% des cas, avec une prédominance des pneumonies, qui constituent à elles seules la moitié des complications, suivies par les laryngites et les otites. Les complications digestives représentent 31% des cas. Nous observons également des complications plus rares comme l'encéphalite, l'état de choc septique et les conjonctivites purulentes. Une association statistiquement significative, le petit p est à 0,041, est trouvée entre le statut vaccinal et la présence de complications. Ainsi, parmi les patients non parfaitement vaccinés, 63% ont présenté des complications, tandis que seulement le 1/3 des patients parfaitement vaccinés qui l'ont présenté. Les données montrent une diminution statistiquement significative aussi de la fréquence des complications avec l'augmentation de l'âge. On peut dire que le risque de complications diminue à mesure que l'âge avance. Le traitement de nos patients a été essentiellement symptomatique. Tous ont reçu de la vitamine A dans les 2 premiers jours, les antipyrétiques, la réhydratation et l'oxygénothérapie si nécessaire. Par ailleurs, 24% des patients ont reçu un traitement antibiotique. La durée moyenne d'hospitalisation de nos patients était de 6 jours. 3 patients ont nécessité un séjour en réanimation. Les 3 sont non vaccinés. Un patient âgé de 2 ans est décédé dans les suites d'un choc septique. Professeur Hidal, les discussions ou non? C'est pas la peine. Il vous reste 2 minutes. Tu la gères. D'accord. Alors en guise de discussion, ce tableau compare quelques caractéristiques de notre étude avec d'autres menées dans différents pays. 50% de nos patients sont des nourrissons, ce qui est comparable aux autres données. En termes de sexe, plus de la moitié de nos patients sont des garçons, ce qui rejoint les tendances dans les autres études. Et pour le statut vaccinal, 77% de nos patients ne sont pas complètement vaccinés, un taux certes élevé, mais inférieur à celui des autres études. Pour les complications respiratoires, elles sont les plus fréquentes dans toutes les études. Les principaux facteurs de mauvais pronostic sont l'âge et l'absence de vaccination, similaires à ceux observés en Italie et en Italie et en Mauritanie. La durée moyenne d'hospitalisation est de 6 jours, supérieure à celle observée en Grèce, mais inférieure à celle de la Mauritanie. Et pour finir, le taux de létalité est de 1,5%, inférieur à celui de la Mauritanie, 8%, mais supérieur à celui de la Grèce et du Mali. Pour conclure, la rougeole est une maladie très contagieuse et potentiellement grave. Atteindre une couverture vaccinale collective de 95% avec 2 doses dans toutes les régions, jusqu'aux petites collectivités, est essentiel pour empêcher la propagation du virus, protéger les plus vulnérables et prévenir les épidémies. Il est donc crucial de renforcer la surveillance active pour maintenir cette protection collective, sans oublier le rôle essentiel du personnel de santé et des unités de veille épidémiologique en matière de sensibilisation à l'importance de la vaccination. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation excellente. Donc, la parole est à la salle, Madame Barakat. Une excellente future pédiatre, Inch'Allah. Donc, en fait, moi j'ai 2 petites questions, Khadija. Ça aurait été intéressant de nous dire sur la période le total des enfants qui sont venus avec rougeole. Et puis, vous avez hospitalisé ceux que vous avez présentés, c'est bien, mais c'est important qu'on le sache. Et la deuxième question, par curiosité, on aurait aimé aussi savoir ceux qui ne sont pas vaccinés, qu'ils en sont les raisons. Est-ce que c'est un relâchement vaccinal dans les localités où ils se font vacciner normalement, ou bien c'est une volonté parentale de ne pas vacciner les enfants? Merci. Vous avez Pour parfaitement ceux qui étaient vaccinés 2 doses, ils ont eu la rougeole. Ça, c'est une autre histoire. Oui. Je voudrais juste demander quelque chose de très important. C'est l'état nutritionnel de ces enfants. L'état nutritionnel des enfants. Parce que ces enfants ont une gravité particulière avec la rougeole, avec l'état nutritionnel.
Est-ce que vous connaissez l'encéphalite, Khadija, l'encéphalite sclérosante subaiguë? Vous la connaissez, non? Ben, vous rentrez chez vous cet après-midi, vous allez apprendre ça. Alors, c'est la forme bien tardive de complication de rougeole qui est extrêmement grave. Arrêtez le téléphone, est-ce que c'était intéressant? Parce que c'est pas d'un euro, c'est un euro infectieux. Merci beaucoup. Pour remarque, nous avons hospitalisé aussi à Tanger, nous avons des cas compliqués de décès. La vague a commencé par Agadir. Vous avez dit le rôle de la surveillance, mais la déclaration, pas comme les autres déclarations. Ça concerne la direction régionale, donc c'est important pour qu'il y aurait un système de veille national. Tout à fait. Actuellement, il y a une surveillance clinique et biologique. Les CHU, donc, on fait des tests sérologiques pour confirmation. C'est juste pour. On a constaté cette recrudescence dans toutes les régions. Oui, monsieur. Non, simplement pour les plus jeunes, ouais. La rougeole sur le plan neurologique, il y a, comme vous l'avez dit, il y a l'encéphalite morbileuse, il y a la panencéphalite subaiguë sclérosante de Von Bogaert, qu'on appelle autrefois la laisse. Mais vous avez une rougeole aussi qui est particulièrement traite et avec laquelle il faut être vigilant. C'est la rougeole qui survient chez les immunodéprimés. C'est ce qu'on appelle les encéphalites du 3e type. Parce que c'est des encéphalites qui sont nécrosantes. Parce que l'encéphalite morbileuse, les encéphalites, ce qui fait toute leur gravité, c'est quand le virus pénètre dans le parenchyme cérébral et s'y replique. C'est ce que fait l'herpès. L'herpès, c'est une encéphalite nécrosante. La rougeole, vous avez un mécanisme de l'encéphalite morbileuse qui est le plus souvent inflammatoire. Mais dans les encéphalites nécrosantes chez les immunodéprimés, dans les unités d'hématocancérologie en particulier, il faut être très très vigilant avec cette attaque parce que le virus là, devient nécrosant alors que c'est pas le cas dans l'encéphalite morbileuse. C'est le terrain. D'accord, donc on va passer rapidement. Anas Mahli, je ne suis pas pédiatre, mais je suis un enseignant, un ex-enseignant de la faculté de médecine de pharmacie. J'ai enseigné la méthodologie pendant des années et des années. J'ai une petite remarque concernant le design de l'étude. Ce n'est pas une étude prospective. Ce n'est pas une étude prospective, c'est une étude transversale. Parce que vous avez à la fois l'exposition et l'événement d'intérêt. Donc, avec la période de collecte de l'étude qui va jusqu'à une date, c'est-à-dire le mois 1, c'est le mois 5, vous avez collecté les données de manière prospective. Mais lorsque vous avez et l'exposition et l'événement d'intérêt qui sont mesurés en même temps, ça ne peut être que transversal. Et parce que vous êtes résident, vous allez pouvoir publier, Inch'Allah, et ce sont des remarques récurrentes. Je suis au comité d'éthique, et parfois il y a même des travaux qui sont encadrés par des seniors, et on fait malheureusement des dossiers sont rejetés pour ce problème de méthodologie. D'accord? La méthodologie, l'étude pour que ça soit beau. Merci. Merci beaucoup pour cette remarque pertinente de recherche, de la méthodologie. La deuxième, j'appelle la docteur Azetoun. Le sujet, c'est l'éducation thérapeutique sur l'asthme, évaluation des connaissances et feedback des parents. Permettez-moi de vous présenter notre travail intitulé Éducation thérapeutique de l'asthme, évaluation des connaissances et feedback des parents, expérience d'hôpital d'enfants de Rame. Pour cela, on va suivre le plan suivant. On va commencer par une introduction, on va préciser l'objectif de notre étude, expliquer brièvement la méthodologie, partager nos résultats et faire une petite discussion avant de conclure. L'asthme est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant, touchant environ 10 à 15% des enfants dans le monde, dont l'objectif de la prise en charge est d'avoir un bon contrôle de la maladie, d'où la nécessité d'un traitement de fond avec éducation thérapeutique continue et régulière, afin de renforcer l'adhésion au traitement et d'améliorer la gestion de la maladie par le patient et sa famille. En rappelant les 4 étapes d'éducation thérapeutique, la première étape consiste à évaluer les connaissances et les besoins du patient et de sa famille afin d'établir un diagnostic éducatif personnalisé. La deuxième consiste à fixer des objectifs d'apprentissage clairs
et les compétences essentielles à acquérir pour une meilleure gestion de la maladie. La troisième est la mise en œuvre des moyens et actions éducatives telles que l'entretien direct du patient ou de ses parents, documents écrits, vidéos explicatives et exposés interactifs. Et la dernière étape est l'évaluation de l'utilisation correcte des dispositifs d'inhalation, discuter avec le patient et ses parents des difficultés rencontrées et les solutions mises en place et évaluer la capacité du patient à appliquer le plan d'action en cas d'exacerbation. L'objectif de notre travail est d'évaluer les connaissances et les compétences acquises par les parents des enfants suivis pour asthme et qui ont déjà assisté à au moins une séance d'éducation thérapeutique dans notre service dans le but de démontrer l'importance d'une éducation thérapeutique continue et régulière, accompagnée d'une vérification systématique des connaissances. Il s'agit d'une étude prospective réalisée dans notre service de pneumo-allergologie de l'hôpital d'enfants de Rabat entre mars et juillet 2024. L'étude a inclus les parents d'enfants suivis pour asthme ayant présenté une exacerbation modérée à sévère et ayant participé à au moins une séance d'éducation thérapeutique dans notre service avec un délai entre la séance et l'évaluation de plus de 2 mois. Sont exclus les enfants qui ont une pathologie associée à l'asthme ou ayant une première exacerbation d'asthme. Cette étude est réalisée à l'aide d'un questionnaire distribué aux parents pour évaluer leurs connaissances et compétences sur l'asthme de leur enfant au moyen d'entretien direct par contact direct avec les explications adaptées au niveau de compréhension des parents. Dans notre service, ces séances se déroulent sous forme d'ateliers avec 12 à 14 participants, en commençant par un recueil des questions des parents sur la maladie asthmatique, suivi d'un exposé bref, clair et en arabe, d'une durée de 40 à 45 minutes. Dont l'objectif est d'identifier les facteurs déclenchants, d'écrire la conduite à tenir en cas d'exacerbation à domicile, d'écrire l'utilisation de la chambre d'inhalation en fonction de l'âge et insister sur l'importance du traitement de fond. En plus de ces séances, le malade bénéficie chaque jour d'une éducation personnalisée au lit du malade. En récapitulant les principaux résultats, durant cette période d'étude, les parents de 100 malades ont participé, principalement les mères, 85%. La plupart des parents ont une bonne compréhension de l'asthme en tant que maladie chronique non contagieuse et liée aux allergies. Cependant, il existe moins de connaissances sur la possibilité pour les asthmatiques de faire du sport et l'intérêt de la vaccination contre la grippe. Les symptômes de l'asthme sont bien connus chez les parents. Les allergies, le tabagisme passif et les virus sont identifiés comme les facteurs déclenchants les plus courants, tandis que le stress et le reflux gastrique sont moins connus. La plupart des parents connaissent les causes de non-contrôle de l'asthme, mais elle est mal définie. 34% croient que le recours au bêta-2-mimétique une fois par semaine et que le réveil nocturne 2 fois par mois ne signifie pas que l'asthme est incontrôlé. La majorité comprennent bien les conséquences de non-contrôle de l'asthme, mais un pourcentage non négligeable, 37%, sont dans le déni ou ne sont pas encore conscients du risque de séjour en réanimation, du décès et du risque d'insuffisance respiratoire chronique. Pour le traitement, 26% pensent encore que l'asthme est une maladie curable et 52% craignent encore la dépendance au traitement inhalé. Le schéma d'exacerbation est bien maîtrisé par les parents, mais presque la moitié ne connaissent pas bien son but, ainsi que 46% pensent qu'il assure le contrôle de la maladie à long terme. Alors que 72% des parents savent que le traitement de fond est crucial pour réduire l'inflammation. 92% ont exprimé leur satisfaction par rapport aux séances d'éducation et 40% ont proposé des suggestions intéressantes pour améliorer la sensibilisation, notamment via les réseaux sociaux, pour renforcer les connaissances sur l'asthme et l'intégration de l'éducation scolaire. Les parents souhaitent surtout approfondir leur compréhension des causes de non-contrôle de l'asthme, 80%, et l'identification des déclencheurs, 60%, des conseils sur l'activité physique sont aussi une priorité pour eux, indiquant un besoin de plus d'informations pratiques sur la gestion quotidienne de la maladie. La majorité souhaite une fréquence flexible des séances et préfère participer selon leurs besoins. En analysant ces résultats obtenus à la lumière des objectifs de l'étude, l'éducation thérapeutique est une étape essentielle dans le traitement de fond de l'asthme et vise à réduire la mortalité et la morbidité tout en améliorant les connaissances des patients de manière personnalisée et adaptée. Cependant, des lacunes subsistent. La sprayophobie et la pratique du sport. Beaucoup de patients ne comprennent pas l'importance du traitement de fond. Ils ont des difficultés à savoir l'asthme de leur enfant s'il est contrôlé ou non, ainsi que les conséquences de non-contrôle de l'asthme restent niées chez certains parents. Pour être efficace, l'éducation thérapeutique doit être régulière avec des vérifications de connaissances. Les séances doivent être répétées pour renforcer la compréhension et l'adhésion au traitement. L'implication des enfants asthmatiques est également cruciale, afin qu'ils apprennent dès le plus jeune âge les connaissances nécessaires à la gestion de leur maladie. En conclusion, l'asthme est la première maladie chronique chez l'enfant. L'éducation thérapeutique est une arme essentielle qui a pour but de diminuer les hospitalisations et améliorer le contrôle de la maladie. Merci.
Merci beaucoup pour la pertinence du sujet. Vous avez mis le point sur un élément qui est très important, l'éducation thérapeutique dans la prise en charge des pathologies chroniques, en l'occurrence l'asthme, c'est très important. Ça fait partie de la prise en charge. L'éducation thérapeutique, on ne fait pas attention. Vous avez... Les exacerbations légères. Pourquoi vous avez étudié juste les exacerbations modérées à sévères et exclure les exacerbations légères, alors que on sait très bien qu'une exacerbation légère, en l'absence d'éducation thérapeutique et de traitement de fond, ça peut évoluer en fait vers une... Et la deuxième question, est-ce que vous avez pour l'éducation thérapeutique, parce que pour moi en fait, j'insiste beaucoup sur le contrôle des milieux. En fait, les animaux domestiques, tout ça, il doit pas seulement, on ne doit pas s'intéresser seulement aux méthodes d'inhalation dans l'éducation thérapeutique, mais aussi le contrôle des milieux en ce qui concerne la laiterie, les animaux, en fait, les moisissures dans la maison. C'est un élément très important pour l'éducation thérapeutique, je trouve, pour les maladies asthmatiques. Voilà, c'est mes deux questions. L'environnement. Oui. Je pense que les crises légères, elle a parlé de malades hospitalisés. Donc, moi je vais répondre parce qu'ils ne répondent pas. Donc, c'est des crises légères. Les crises légères ne sont pas en général hospitalisées si le malade est connu asthmatique. S'il n'est pas connu asthmatique, la règle est de l'hospitaliser pour justement pouvoir l'éduquer. Mais quand ils font des crises légères et qui sont donc réadressés à domicile, ils sont adressés à l'école de l'asthme. Parce qu'il faut dire qu'il y a une école de l'asthme en pédiatrie 1 qui voit régulièrement tous les patients. Et donc chaque fois que les malades arrivent, s'ils sont renvoyés chez eux, si on voit qu'il y a un relâchement que ce soit surtout on a un relâchement dans l'utilisation et tout, on les renvoie chez eux pour des séances d'éducation. Mais c'est pour ça que les crises légères. Merci beaucoup. C'est bien, Madame Azitoua, c'est une très bonne présentation. Mais si vous voulez publier le travail, je vous suggère quelques points. Donc, l'éducation thérapeutique, c'est un processus qui est où il y a plusieurs types de méthodologies, comme vous savez. Là, vous avez choisi l'éducation de groupe. Il faut déjà définir d'emblée et dès le démarrage que la méthodologie a été la même pour tous les patients qui seraient inclus, et en l'occurrence l'éducation de groupe. Ensuite, l'étape la plus importante pour l'homogénéité des résultats, c'est de savoir quel est l'âge des patients. Parce que lorsque vous faites l'éducation thérapeutique pour des enfants de moins de 5 ans, pour lesquels il n'y a aucune autonomie d'utilisation pratique, ce n'est pas la même chose que lorsque vous la faites en présence d'un enfant qui peut participer en présence de ses parents. Ça, c'est un deuxième point qui est très très important. Et le troisième point également, vous ne pouvez pas comparer dans le même groupe des gens qui ont eu juste une séance d'éducation avec d'autres qui en ont eu plusieurs. Ça rend votre groupe hétérogène et ça explique également l'inhomogénéité des résultats que vous avez eus par rapport à plusieurs items que vous avez explorés. Et je rejoins parfaitement ce que disait le professeur Frida, c'est aujourd'hui un outil incontournable dans la gestion des pathologies chroniques et tous les soignants doivent avoir des compétences pour le faire. Merci beaucoup. Et l'environnement, j'avais une remarque sur le plan pratique. Le contexte d'Yalna, faire attention au langage et essayer de produire des capsules. Différentes langues, destinées au public, ceux qui sont dans l'incapacité de venir chaque jour. Il y a fait pour ceux qui sont à l'hôpital. Oui. Il y a le mouvement. Et par contre, je rejoins si tu fais une formation dans ce sens-là, les enfants, ils viennent parce qu'il y a un environnement qui aggrave, soit aggrave ou qui fait apparaître la maladie. Donc si je fais une éducation thérapeutique, avant que l'enfant n'arrive chez moi, l'environnement, je dois le traiter, je dois discuter. Donc, merci pour la zitoune. On passe à la suivante. J'appelle Dr Naman pour parler de l'intérêt de l'enfant.
Alors cette présentation suivra un plan simple. Après une brève introduction, nous allons étaler l'objectif du présent travail. Nous allons présenter les matériels et méthodes utilisées, la présentation des résultats auxquels nous avons abouti avec une discussion afin de comparer avec les données de la littérature et puis enfin une conclusion. Alors, en guise d'introduction, le VIIT est une inflammation de la couche intermédiaire de l'œil, peut affecter un ou les deux yeux et se manifeste par une variété de symptômes, notamment une vision floue, une douleur oculaire, une sensibilité à la lumière, une rougeur et parfois sans aucun signe clinique. Alors, les étiologies sont diverses et variées, telles que des infections, des maladies auto-immunes, des réactions allergiques ou des traumatismes. 4 formes cliniques antérieures, intermédiaires, postérieures et totales, ce qu'on appelle les paneuviites. Et dans la prise en charge, c'est nettement amélioré avec l'avènement de la biothérapie et la majorité des cas évoluent favorablement. Notre étude a eu comme objectif de montrer l'efficacité et la tolérance de la biothérapie dans la prise en charge de ces cas de VIIT non infectieuses. C'est une étude descriptive et rétrospective de 20 cas et de 30 yeux atteints, réalisée au sein de l'unité rhumato-pédiatrique à l'hôpital d'enfants de Rabat et incluant des patients sur une durée de 2 ans. Le recueil des données a été réalisé à l'aide d'une fiche d'exploitation transférée et analysée dans le tableau Excel. Nous avons inclus des cas de VIIT qui nous ont été adressés soit par un ophtalmologue, soit ils ont été diagnostiqués dans notre formation dans le cadre de leur maladie causale. La réponse à la biothérapie elle a été jugée selon le score ACR pédiatrique et le CHAG, et la rémission clinique elle a été jugée selon les critères de Wallace. Un rappel sur la classification anatomique des uveites. On distingue les uveites antérieures, affectant principalement l'iris et le corps ciliaire, les uveites intermédiaires situées dans la partie moyenne de l'œil et à la périphérie de la rétine, et les uveites postérieures touchant la rétine, la choroïde et le nerf optique, notamment la pupille qui correspond à sa partie intraoculaire. Et en dernier, les panuveites affectant les 3 régions simultanément. Alors, les biothérapies sont des médicaments fabriqués à partir de des substances biologiques telles que des protéines, des anticorps monoclonaux, des cellules et des acides nucléaires. Contrairement aux médicaments traditionnels qui sont généralement fabriqués à partir de produits chimiques. Arrivant à la partie résultats et discussions, nous allons tout d'abord commencer par préciser le profil épidémiologique. Dans notre série, le sexe ratio il était de 1. Ce ratio peut différer selon les études en fonction des critères de sélection utilisés ainsi que la pathologie en cause. Il était de 1,3 avec prédominance féminin sur une étude faite dans notre service en 2023 sur laquelle on avait colligé 60 cas d'enfants suivis pour uveites. L'âge moyen des patients dans notre série était de 11,65 avec des extrêmes allant de 6 ans à 16 ans. Ces données rejoignent les résultats cités dans la littérature mentionnant une prédominance de l'atteinte chez les jeunes enfants entre 8 et 12 ans. Dans notre étude, la répartition des cas entre atteinte unilatérale et bilatérale était équivalente. Et on note que la prédominance de l'atteinte bilatérale était notée dans la plupart des études mentionnées. Dans notre étude, 55% des cas de VIIT ont été découverts suite à un examen systématique sans signe d'appel clinique, c'est ce qu'on appelle les uveites à œil blanc. La baisse d'acuité visuelle ne représentait que 30% des cas et la rougeur que 15% de nos cas. Pour les formes cliniques, les uveites antérieures étaient majoritaires avec 50% des cas, suivis par les uveites intermédiaires et les panuveites, et en dernier les uveites postérieures. Dans notre série, l'étiologie en cause a été principalement l'oligoarthrite, suivie de la maladie de Behçet chez 25% des cas et idiopathique dans 20% des cas. On note que 50% des cas d'oligoarthrite étaient des fans positifs. Cela rejoint la plupart des études où l'oligoarthrite vient en premier lieu, suivi de la maladie de Behçet. Quant aux complications, dans notre série, l'œdème maculaire a été observé chez 55% de nos cas, la cataracte chez 35% des cas et un seul cas de cécité. Entamons la partie du traitement qui repose sur un avis d'expert avec une approche multidisciplinaire impliquant les rhumatologues pédiatres et les spécialistes de l'uvite pour assurer un traitement dont l'objectif est de supprimer l'inflammation active et de diminuer le risque des complications. Alors sur ce diapo, je vous présente un algorithme de la prise en charge des uvites non infectieuses avec les différents paliers. En première étape, et selon la présence ou non de signes d'attente sévère,
La corticothérapie topique, qui est toujours d'ailleurs de mise, avec ou sans corticothérapie systémique, soit le prednisone, à dose de 2 mg kg jour, ou des bolus de méthylprénisolone en IV, soit en 3 jours de suite, soit 1 jour sur 2. En deuxième étape, et toujours selon le contexte, on associe un immunosuppresseur, principalement le méthotrexate, à la dose de 15 mg par mètre carré en sous-cutané ou en perros, plus ou moins la cyclosporine et la zathiopérine, toujours en plus d'une corticothérapie topique qui est toujours de mise. En troisième étape vient la place de la biothérapie, notamment, généralement c'est après 12 semaines en cas de non-réponse ou avant selon le contexte clinique. Parfois il est d'emblée de mise en addition à une biothérapie, principalement l'adalimumab, commercialisé sous le nom d'Humira dans notre contexte. Et dans notre étude, c'était la seule molécule utilisée. Alors, l'adalimumab, c'est un anti-TNF alpha qui a l'AMM à partir de 2 ans. Il s'agit d'un anticorps monoclonal entièrement humanisé qu'on l'utilise à dose de 24 mg par mètre carré en sous-cutané tous les 15 jours avec un maximum de 15 mg par prise, parfois une fois par semaine lorsque la réponse est insuffisante. Elle est jugée efficace pour les uvéites antérieures, chroniques à début précoce et dans les uvéites réfractaires. Plusieurs études ont soutenu l'efficacité de l'adalimumab, notamment l'étude Adjuvit, qui est une étude prospective contre placebo réalisée en France, qui a montré l'efficacité de l'adalimumab et sa bonne tolérance. Ces résultats sont concordants avec ceux obtenus par une équipe anglaise au cours d'une étude similaire appelée CAMA. L'infliximab, c'est aussi un anti-TNF alpha qui est utilisé en AMM. Elle vient en deuxième position après l'adalimumab. C'est un anticorps chimérique qui est utilisé après une dose de charge de 3 à 5 mg kg en hiver, le premier jour et un J15, puis par des doses d'entretien de 3 à 10 mg kg tous les 4 semaines. Une dose plus élevée qui peut arriver jusqu'à 20 mg kg a été utilisée dans les cas des uvéites infectieuses réfractaires. Et il est toujours recommandé de l'associer avec le méthotrexate pour éviter l'apparition d'anticorps antichimériques. Alors, plusieurs études, selon certains, l'adalimumab serait peut-être légèrement plus efficace que l'infliximab, tandis que d'autres n'indiquent pas de différence entre les deux molécules. La tocilizumab... Vous pouvez conclure les 7 minutes. Alors les restes, j'insiste toujours sur l'adalimumab, sur le traitement de ces cas de vie non infectieuse. Dans notre série, rapidement, alors tous nos patients ont bénéficié d'une corticothérapie topique systémique en première intention. 70% de nos patients étaient sous un immunosuppresseur et 30% de nos patients ont reçu une biothérapie d'emblée après une corticothérapie. Alors l'évolution, elle était favorable chez tous nos patients sauf un cas de cécité. Et en conclusion, la pilothérapie elle constitue un avancée majeur dans la prise en charge de ces uvéites et permettant la prévention des complications graves et en améliorant la qualité de vie de ces patients. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette excellente présentation sur un sujet spécifique. Moi, avant de donner les modalités de prise en charge, est-ce que c'est des malades que vous hospitalisez, l'hospitalisation classique ou l'hôpital de jour Ça dépend de l'étudiant. On les hospitalise initialement, notamment pour effectuer un bilan de pré-biothérapie. Alors, il faut éliminer une infection qui est en cours. Et par la suite, ce sont des patients qui viennent en hôpital du jour. Et ça dépend si la vie soit le temps et peut procurer de la biothérapie chez eux. C'est la dépasse. Deux petites questions. Alors moi, ma question courte et réponse. Très courte. Alors moi, ma question, c'est à propos des formes idiopathiques. Il y a quand même 20% de formes idiopathiques. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez fait pour dire que c'est idiopathique? C'est un terme déjà. Et sinon, comment ils ont évolué? Qu'est-ce que vous leur avez proposé? Est-ce que c'est des malades qui ont bien évolué sous bio ou autre chose?
Alors pour les cas d'idiopathique, ce sont des cas qu'on diagnostique comme idiopathique après avoir éliminé toutes les étiologies les plus fréquentes d'une uvite. On n'arrive pas à trouver une étiologie ni en rapport avec une maladie auto-immune, une pathologie infectieuse généralement. Alors par la suite, ils sont jugés comme des cas d'uvite idiopathique. Et quand on dit on fait tout, est-ce que... Ouais. C'est ça. Je suis surpris parce que vous avez quand même une série importante, vous avez fait un remarquable exposé. Et vous avez pas de cas de sarcoïdose, parce que les uvéites antérieures qu'on a à Bordeaux, on a quand même un nombre non négligeable de sarcoïdose, beaucoup plus qu'une maladie de B7. Bon, je pense que il y a probablement, c'est lié à l'épidémiologie, hein, mais je suis surpris que des sarcoïdoses, vous en avez très peu au Maroc. Si, on a des cas de sarcoïdose, oui. Oui, ça existe. Ça fait partie d'ailleurs des examens, des étiologies qu'on cherche. Je n'agis pas dans votre série, hein. Dans notre... Bon, oui, si, c'est sûrement. Sûrement, il y en a. Non, parce que dans la série, alors, oui. Oui, c'était surtout des oligoarthrites. C'est ça. D'accord, oui, c'est ça. Parce que c'est sur une cas de 2 ans. C'est ce que j'avais remarqué, mais tu m'avais donné. Merci. Merci à vous. Dernière question. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais aimé que Madame Professeure Bouchard-Shkerat, qui est l'experte de la biothérapie à l'hôpital d'enfants, soit là pour qu'il nous donne les réponses à toutes les questions frustrantes qu'on a. Mais moi, je vais aller juste pour la méthodologie de présentation très rapidement pour une prochaine présentation. Ne mettez jamais résultats et discussion en même temps. Donc, résultats, c'est résultats, rien que les résultats. Et en général, dans ce genre de communication orale, ne discutez pas. Présentez vos résultats et concluez. Dernière peut-être intervention. Très courte, c'est dans le même sens de la sarcoïdose. Je n'ai pas vu de cas de maladie de Crohn. Crohn. Non, ça peut. On a des malades qui atterrissent, malades de Crohn, qui sont révélés par une uvite, qui atterrissent dans le service de médecine interne pédiatrique. Et après, ils sont renvoyés à la gastro. C'est juste une question. Est-ce que on ne veut pas absolument. La discussion est très importante. Le sujet est très important, mais on est dans une séance de communication libre. C'est juste de rapporter d'expérience et de tirer une conclusion. Je suis obligé de passer à la suivante. Donc, j'appelle Dr Tarek. Allez-y. Salam alaikum. Merci cher maître, chers auditeurs. Permettez-moi de vous présenter cette étude de cas à propos des AVC cérébro-ischémiques chez l'enfant. Pour ceci, nous allons adopter le plan suivant. On va commencer tout d'abord par une introduction. Préciser l'objectif de notre travail, les matériels et méthodes qu'on a utilisés, les résultats, une petite discussion et on va conclure pour prendre les informations nécessaires. Alors, comme introduction, les AVC ischémiques infantiles sont définis comme un événement cérébrovasculaire se produisant entre la période périnatale et l'âge de 18 ans. Ils sont plus rares que ceux de l'adulte et les causes sont très différentes. Le diagnostic positif et étiologique est basé essentiellement sur l'imagerie cérébrale, TDM, IRM principalement, et sur d'autres explorations paracliniques pour le diagnostic étiologique. Les objectifs de ce travail est d'identifier les différents aspects cliniques selon les tranches d'âge, souligner le rôle qu'occupe toujours l'exploration paraclinique dans le diagnostic topographique et étiologique, ainsi que mettre l'accent sur les modalités thérapeutiques. Pour les matériels et méthodes qu'on a utilisés, on s'est basé sur une fiche d'exploitation qui nous a permis de recueillir les données épidémiologiques, cliniques, paracliniques et thérapeutiques des malades hospitalisés. Ça concernait des nouveau-nés, des nourrissons et des enfants qui ont été hospitalisés au sein du service P4 à l'hôpital des enfants de Rabat. Pour les résultats, les caractéristiques sociodémographiques, le sexe ratio était de 1,67 en faveur masculine,
5 garçons et 3 filles. Une prédominance masculine est notée parmi les patients de notre série. L'âge des malades à l'admission est compris entre 18 mois et 12 ans avec un âge médian de 3 ans et 3 mois. 75% des malades ont été hospitalisés à un âge inférieur à 3 ans et demi. Alors, pour l'étude clinique, les signes fonctionnels, c'était un déficit moteur associé à un trouble de marche chez 100% des malades. Il concernait plus l'hémicorps droit à 87% des cas et l'hémicorps gauche à 12%. Il s'agissait d'une hémiparésie dans 5 cas et d'une hémiplégie dans les autres. Les signes physiques, l'examen d'admission retrouvait un déficit moteur dans 7 cas sur 8. Le dernier cas, on n'a pas pu le voir parce qu'il avait des troubles, on n'a pas pu l'examiner correctement parce qu'il avait des troubles de conscience. Il était très altéré. 2 malades ont présenté un trouble du rythme cardiaque, une hépatomégalie. L'examen ophtalmologique a été fait chez 3 malades, dont 2 ont trouvé une anisocorie, et la fièvre a été trouvée chez un seul malade. Pour les résultats de l'étude paraclinique, la TDM et IRM cérébrale dans 6 sur 8 cas, le territoire artériel atteint a été précisé par l'imagerie cérébrale. Dans les 2 cas restants, aucun territoire concerné n'a été précisé dans le compte rendu d'imagerie. À la lumière de ces 2 examens neuro-radiologiques, l'ischémie cérébrale concernait un seul territoire artériel dans 5 cas sur 6. Dans le cas restant, 2 territoires superficiels et profonds de l'artère sylvienne gauche ont été concernés. Comme le graphique l'indique, 50% des cas intéressaient l'artère sylvienne gauche. Une échographie cardiaque a été faite chez tous les malades. Elle a montré deux cas. Un cas, une insuffisance mitrale minime et une autre, une insuffisance mitrale grade 2 avec un thrombus la valve mitrale. Alors, les étiologies qu'on a retrouvées chez les patients, chez 2 patients, on a retrouvé de cardiopathie. La thrombophilie a été retrouvée chez 2 patients, une vasculopathie chez l'autre, et 2 malades n'ont pas été diagnostiqués sur l'étiologie précise qui a causé l'AVC. On a pu réaliser des examens radiologiques, biologiques, mais on n'a pas pu le préciser. La prise en charge, c'était un traitement symptomatique qui a été préconisé chez tous les malades. Et l'évolution, c'est pas mentionné, mais tous les malades ont bien évolué, sauf un qui a décédé vu le trouble de conscience qu'il avait. Il s'est altéré sur un coma qui n'a pas pu être récupéré. Là, je passe à la discussion. Pour l'épidémiologie, les AVC dépendent fortement de l'âge. Les enfants moins d'1 an présentent le risque le plus élevé, même en tenant compte des AVC ischémiques périnataux. Après l'âge d'1 an, l'incidence diminue considérablement et reste faible jusqu'au milieu de l'adolescence, où elle va rejoindre la fréquence d'adultes. Le sexe est également un déterminant de risque. L'âge masculin a une signification pour des raisons qui ne sont pas encore bien comprises. Alors, juste pour préciser, je ne l'ai pas mentionné, mais en période néonatale, les enfants présumés victimes d'un AVC périnatal peuvent sembler normaux et ne se présentent pas pendant la période néonatale précisément. Ils peuvent manifester plus tard un retard des acquisitions motrices, une épilepsie, des fonctions motrices asymétriques, un processus ayant débuté au cours des premiers mois de la vie, et à côté des crises épileptiques. Chez le nourrisson et le petit enfant, le tableau indique quelques signes cliniques comparés à notre série de cas. L'hémiparésie, l'hémiplégie qu'on avait retrouvée, la parésie faciale, le trouble de langage, trouble visuel, l'ataxie, l'altération de conscience, les céphalées, vomissements. On a pu retrouver l'œdème papillaire dans l'étude et les crises convulsives épileptiques. Pour l'étude... À la conclusion. D'accord. Juste parmi les étiologies, c'était des causes cardiaques, infectieuses et vasculaires, hématologiques aussi, surtout la thrombophilie et la drépanocytose qui est connue comme complication principale d'AVC.
Enfin, l'AVC est une complication principale chez les drépanocytaires. Et pour conclure, l'AVC reste encore une pathologie rare chez l'enfant, mais avec une morbidité et mortalité significative. L'IRM reste l'examen de choix pour le diagnostic. Les étiologies les plus fréquentes chez l'enfant se présentent par les pathologies cardiaques, vasculaires et même génétiques des fois. La prévention et la prise en charge rapide peuvent améliorer le pronostic et diminuer le risque de récidive. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, oui, c'est Dorachat. Les étiologies, il y a les vasculopathies. Qu'est-ce que vous voulez dire par vasculopathie? Comme les maladies, les artériopathies, comme la maladie de Moya-Moya. Il y a aussi les Kayachou, toutes les pathologies, les périartères noueuses. Il y a toutes les pathologies artériopathiques possibles qui peuvent causer la... Non, ma question pour le deuxième cas de la cardiopathie. Qu'est-ce que ça veut dire thrombus de la valve mitrale? Est-ce que c'est un thrombus de rocher de la valve mitrale? Ça veut dire thrombus qui est accolé au niveau de la valve mitrale. Il était accolé à la valve mitrale. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, c'était... Les pathologies hémorrhagiques d'origine valvulaire, ça se voit dans l'endocardite. On ne peut pas avoir un thrombus qui est accolé au niveau de la valve mitrale, d'autant plus qu'une valve mitrale qui n'est pas remaniée par une maladie rhumatismale préalable. La première fois que j'entends ça. La dernière. Je ne suis pas spécialiste en cardiologie, mais c'est ce qui était mentionné sur le compte rendu. Les cardiopathies homorigènes d'origine du corps gauche contiennent un flux auriculaire et contiennent un thrombus vers l'oreille. Message pour les jeunes, quand on prépare un travail, donc vous avez le droit à l'erreur, mais il faut le valider avec un senior parce qu'il y a des terminologies qu'il faut respecter. C'est un moment d'apprentissage. La première fois que je fais Hajar, c'est pas péjoratif, mais c'est pour avancer. Donc, d'ailleurs, voilà, c'est l'objectif de Il y a la forme et le fond. La forme, vous ne donnez pas vos résultats. On ne sait pas ce que vous avez trouvé comme cardiopathie. Il n'y a pas de chiffre. Vous laissez ça ouvert. Ça, c'est la deuxième chose. Il faut absolument relire ce chapitre. Parce que vous ne pouvez pas du tout faire l'ischémie chez le nouveau-né du premier mois. Ça n'a rien à voir avec l'ischémie d'autre chose. Alors les vascularites, on n'entend pas parler. Les vascularites, c'est fréquent chez l'enfant. La maladie de Fabry, vous pouvez l'ignorer. Mais mettez comme la maladie de Fabry, parce que ça, c'est une cause importante. Le bilan biologique hématologique, on ne l'a pas entendu. Vous allez revoir, je ne sais pas, quelqu'un, M. Lafitani l'a dit, le fond, il faut faire de la littérature. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc c'est des critiques qui sont constructives. Je vais enchaîner. Mais c'est l'occasion de toucher les dates. Donc on passe tout de suite parce que vous êtes là donc à la deuxième présentation, le syndrome 3P, une observation. Permettez-moi de vous présenter ma deuxième présentation intitulée Un cas, à propos d'un cas, le syndrome 3P. Et pour ceci, nous allons adopter le plan suivant. Nous commencerons tout d'abord par une introduction, puis nous allons rapporter notre cas par une observation médicale. Nous allons parler ensuite de l'étude comparative de la littérature comprenant partie matérielle et méthode et partie résultat. Avant de passer à la discussion, nous essayons de faire le tour de la question. Le syndrome 3P, aussi appelé syndrome de monosomie partielle 3P ou tout court monosomie 3P, syndrome de suppression 3P, syndrome de délétion 3P ou encore syndrome 3P-. C'est une anomalie chromosomique dans laquelle l'extrémité distale ou proximale du bras court du chromosome numéro 3 est absente. Il s'agit d'un trouble génomique rare
caractérisée par certains symptômes tels la déficience intellectuelle, un retard du développement moteur, des caractéristiques faciales inhabituelles, des formations polydactylaires, l'hypotonie, les cardiopathies congénitales et autres. À savoir, l'histoire a commencé en 1987 où Dr Verjal, un pédiatre néerlandais, décrit le premier cas de la maladie, présentant le cas d'un nourrisson atteint du monosomie 3P25 et décrivant son tableau clinique et son karyotype. Notre observation présente un cas d'un nourrisson âgé de 6 mois, de sexe féminin, issu d'un mariage non consanguin, ayant deux sœurs bien portantes. La grossesse était suivie, menée à terme, sans notion de prise médicamenteuse ou de plainte. L'accouchement s'est déroulé par voie basse avec un poids de naissance à 2200 grammes. La patiente s'est présentée avec une histoire de la maladie, remontant à 1 semaine avant son admission par l'apparition de taux et rhinorrhée compliquée de gènes respiratoires. L'examen clinique a trouvé un nourrisson hypotonique en détresse respiratoire avec un retard staturopondéral de moins 3 dérivations standards, une microcéphalie à 31 cm correspondant à moins 3 dérivations standards, une fossette sacrée, une hernie ombilicale et une hexadactylie. On a noté également un faciès dysmorphique triangulaire avec des sourcils confluents, un hypertellorisme, un épicantisme, un ptosis, un micrognatisme et des oreilles bas placées avec des fossettes périauriculaires. Pour l'examen paraclinique, la radiothorax a montré une cardiomégalie. L'écho-cœur a objectivé une tuméfaction pédiculaire apicolatérale gauche qu'on a suspectée comme tumeur bénigne, mais qu'on n'a pas pu biopsier. L'échographie abdominale a montré une vésicule biliaire multilithiasique. L'enregistrement des potentiels évoqués auditifs a objectivé une hypoacosie et le karyotype est revenu en faveur d'une translocation déséquilibrée entre le bras court du chromosome 3 et le bras long du chromosome 21. On a pu effectuer une recherche méthodique de la littérature. De 39 cas ont été comparés sur 35 articles différents, et ce depuis le premier cas publié en 1987. Nous avons pu obtenir les résultats concernant les données. Le syndrome 3P est une anomalie très rare, environ une cinquantaine de cas qui ont pu être rapportés. Ce syndrome touche les garçons plus que les filles. Ils sont souvent issus de grossesses menées à terme, sans négliger que cette pathologie peut causer de la prématurité. Nous avons pu constater que la consanguinité n'avait pas de relation. Dans tous les cas, comparés, les parents étaient sains. Pour les aspects cliniques, on a pu rassembler les données d'évaluation à la naissance, un poids de naissance avec une moyenne de 2048. Chez notre patient, c'était 2200. La moyenne de taille est estimée à 46,15% au diagnostic. La moyenne du périmètre crânien a été calculée à 31,9 cm. Chez notre patient, c'était 31 cm. Pour définir le syndrome 3P, cliniquement, nous avons essayé d'évaluer le pourcentage de quelques symptômes cliniques. Nous avons retrouvé des signes dominants tels la microcéphalie, un visage triangulaire, un front large, une limite basse des cheveux, l'hypertellorisme. Nous avons recueilli aussi d'autres symptômes tels des oreilles mal formées et basses, la présence d'une syndactylée et hexadactylie, un micrognatisme, des plis épicantiques, des fissures palpébrales courtes, une sinophrydie, un philtrome long présent chez un pourcentage de 35%, des lèvres minces, une ptose oculaire et la présence de fossettes sacrées. Le symptôme spécifique qu'on a pu trouver chez presque tous les malades de l'étude qu'on a réalisée était à 93,3%, c'est les anomalies cardiaques. Un grand nombre des cas atteints de la monosomie présentaient aussi un retard mental, retard de croissance, des troubles auditifs, une hypotonie et des pathologies rénales et digestives. Tous les patients étudiés présentaient une délétion chromosome 3. Nous arrivons donc à une petite discussion. Selon les données de la littérature, de nombreuses anomalies crânio-faciales ont été rapportées, ceux déjà cités dans la partie résultat, un faible poids de naissance, l'hypotonie, le retard staturopondéral et les pathologies cardiaques. Dans certains cas, le syndrome délétion comme diagnostic, il a été pu diagnostiqué en anténatal par l'échographie, l'amniosynthèse et le prélèvement des villosités choréales. Mais il peut être également diagnostiqué à la naissance à base d'une évaluation clinique approfondie et d'une analyse chromosomique précoce.
Le pronostic et l'évolution varient d'une personne à l'autre. Ils dépendent de la taille et l'emplacement de la suppression et des gènes impliqués. Le traitement peut nécessiter des efforts coordonnés d'une équipe de médecins spécialistes, à savoir les pédiatres, les chirurgiens, les neurologues, les néphrologues, les gastrologues et les spécialistes ORL. Le traitement de la monosomie 3P est orienté vers les symptômes spécifiques de chaque individu, médical, symptomatique et aussi chirurgical. Et le conseil génétique sera très bénéfique pour les familles des enfants atteints. En guise de conclusion, le syndrome 3P est une anomalie chromosomique causée par la délétion partielle du bras court du chromosome 3. Elle se manifeste cliniquement par plusieurs symptomatologies et signes cliniques. Un faible poids à la naissance, une hypotonie, un retard de croissance, un retard important des acquisitions psychomotrices. Le diagnostic repose sur l'examen clinique et chromosomique. Le dépistage néonatal est possible et actuellement le traitement n'est encore que symptomatique et de soutien. Merci pour ces remarques, c'est intéressant. J'ai compris cela. La 40e, donc 40e cas mondial, c'est ça? Oui. Madame André. Merci, docteur Tarek. Je veux juste savoir qui est l'équipe qui a fait ce travail, parce que la première diapo, il n'y a que ton nom. Est-ce que c'est toi qui a fait ça? C'est un sujet de thèse parce que, alors, générale. Oui, alors il a été encadré par le professeur Boutzaïla. Alors il faut que professeur Boutzaïla, le nom figure avec toi sur la première diapo. Deuxième remarque sur la forme, ça c'est pour la forme. Tu as commencé par la discussion en nous disant, merci Anne, en nous disant que tu as comparé le cas que tu as eu avec les cas dans la littérature. Tu finis et tu le dis discussion. Tu étais en train de discuter. C'était une discussion ce que tu faisais. Tu discutais, tu comparais le cas retrouvé avec les cas décrits dans la littérature. Donc ça, c'était une discussion qu'il fallait finir. Oui. Et quand on présente un cas particulier, je voulais juste le nom. Est-ce qu'on l'appelle le syndrome de délétion des 3P ou le syndrome des 3P? Parce que tu lui donnes un nom, à un moment donné, tu donnes un autre nom à un autre moment. C'est bon, j'ai fini. Il faut juste être précis. Alors, pour le résultat et discussion, on avait plusieurs discussions avec le CRAF à propos de ça, mais il voulait qu'on réalise comme une méta-analyse de tous les articles publiés. On étudie ça et puis on discute. La méta-analyse, c'est aussi une discussion. C'est la discussion quand on fait la méta-analyse. C'est pas une méta-analyse que vous avez fait, c'est une revue de littérature. La méta-analyse, c'est autre chose. La méta-analyse, c'est des experts qui voient un certain nombre d'articles et qui ont des objectifs pour analyser ces articles, pour sortir des recommandations ou une description, ou sortir surtout des recommandations. Et la revue de littérature, c'est ce que tu as fait, pas la méta-analyse. Attention, faites attention à comment vous utilisez les mots, les noms et les mots dans vos travaux. Et pour le nom, c'est tous les noms possibles. C'est le syndrome 3P, c'est la délétion du... Tu vas lui dire à l'introduction. C'était mentionné. En néonatologie, c'est important de faire le diagnostic, mais la poursuite. Conclusion. Il faut l'accompagnement des parents. شحال من divorce qui occurrent deux, et aussi vous l'avez signalé, conseil génétique et si possibilité de diagnostic antinatal. Ma question c'était puisqu'il y a apparemment dans cette maladie ce qui est décrit apparemment, c'est que ce qui est décrit dans cette maladie apparemment, c'est des complications cardiaques. Ce que vous avez trouvé dans l'examen clinique initialement, avant de passer à la radiothorax, parce que directement vous avez passé à la radiothorax sans dire ce qu'il avait dans l'auscultation, ce qu'on avait trouvé. L'échographie, elle était faite avec le syndrome du polymalformatique. On n'avait pas de signe cardiaque à la vision. Il y avait une gêne respiratoire, mais c'est pourquoi on avait réalisé la radiothorax. Mais pour les autres malades, tous les malades, il y a
Les anomalies cardiaques ont été retrouvées dans le bilan de malformation. Merci beaucoup. Donc, je Belkhadi va nous parler de... C'est un autre. l'avant-dernière. Donc, l'avant-dernière communication, docteur Belkhadi, le sujet, la sensibilisation à la reconnaissance précoce des manifestations orales malignes chez l'enfant. Rebonjour à tous. Alors cette présentation sera un peu différente des communications habituelles. Je n'ai pas de plan à vous proposer. Il s'agit juste d'un partage d'un cas qui m'a vraiment touchée lors de mon passage au niveau du service d'hémato-oncologie pédiatrique à l'hôpital d'enfants de Rabat. Alors il s'agit de la petite Ishraq, âgée de 3 ans. Elle est deuxième d'une fratrie de 2. Ishraq n'avait aucun antécédent personnel ou familial notable. Ishraq a présenté une légère obstruction nasale gauche 8 mois avant son admission, pour laquelle aucune consultation n'a été faite au début. Après 4 mois d'aggravation progressive, les symptômes se sont accentués. L'obstruction nasale est devenue bilatérale. Elle avait une respiration buccale bruyante la nuit, des renflements nocturnes persistants, mais dans un contexte de conservation de l'état général. C'est ici que commence une série de consultations, un parcours lent et éprouvant. Alors pour vous donner une idée plus précise du parcours médical ou bien de l'itinéraire médical d'Ishraq, j'ai résumé ces différentes consultations dans ces 2 tableaux. Comme vous voyez, il a eu 11 consultations avec 8 médecins différents. Ishraq a d'abord consulté un médecin généraliste qui lui a prescrit une corticothérapie orale et des antihistaminiques, mais pas d'amélioration. Une semaine plus tard, elle a vu un pédiatre, on va le nommer pédiatre numéro 1. Celui-ci a suspecté des végétations adénoïdes ou une rhinite allergique. Il l'a mis sous corticothérapie, mais cette fois-ci nasale, et toujours des antihistaminiques, toujours sans amélioration. 2 semaines plus tard, un deuxième pédiatre a confirmé le même diagnostic. Il a ajouté une antibiothérapie, de l'amoxicilline, toujours sans amélioration. Pire, la mère elle a remarqué que la petite commençait à perdre du poids. C'est là où le pédiatre a décidé de prendre l'avis de son confrère ORL. Et l'ORL, il a demandé, l'ORL numéro 1, il a émis la même hypothèse diagnostique que les 2 précédents pédiatres. Il a dit, c'est des végétations adénoïdes ou bien une rhinite, pas de problème, on va donner des corticothérapies nasales et antihistaminiques. Elle est partie chez un autre ORL 2 semaines plus tard. Celui-ci a demandé une radio de carbone. Non, finalement, c'est pas une bonne chose. Oui. Alors, la radio a retrouvé un épaississement du tissu nasopharyngé, suggérant une hypertrophie des végétations adénoïdes avec un rétrécissement du conduit aérien. Madame, c'est sûr, on sait ce qu'a votre fille, ce sont des végétations, ne vous inquiétez pas, on va les enlever, il n'y aura plus rien. C'est pas l'aspect radiologique. C'est ce qui était écrit sur son compte rendu. Voilà, et l'ORL, il a cru le compte rendu et ça continue comme ça. Donc, un rendez-vous pour adénoïdectomie a été pris 10 jours plus tard. C'est une adénoïdectomie à l'aveugle, par curette. L'ORL, il introduit une curette au niveau de la gorge, derrière le voile du palais, et il utilise un mouvement de raclage pour retirer les végétations, donc c'est à l'aveugle. La biopsie a été réalisée, comme j'ai déjà dit, à l'aveugle. Et donc les résultats de l'examen anatomopathologique ont révélé des végétations adénoïdes en hyperplasie lymphoïde, sans signe de malignité. Donc, ce diagnostic a donc réconforté notre ORL. Il a dit c'est bon, c'est des végétations. Alors, 10 jours après l'adénoïdectomie, Ishraq a consulté à nouveau son ORL numéro 2 en raison de l'accentuation des ronflements, de la respiration bruyante buccale. Le médecin a recommandé une simple surveillance. Le corps, il est en train de s'adapter. Il faut laisser le temps de s'adapter. 10 jours plus tard, elle a vu un 3e ORL. Puis 10 jours plus tard, un 3e pédiatre, qu'ils ont eu la même attitude que l'ORL, il faut attendre. 20 jours supplémentaires ont passé et le tableau clinique est devenu cette fois-ci très inquiétant. Ishraq a présenté des adénopathies cervicales, épistaxis bilatérale, rhinorrhée purulente et même une fièvre prolongée. Face à cette aggravation,
Le 4e pédiatre, Dieu merci, l'a orienté en urgence vers le service ORL de l'hôpital des spécialités, le service de Madame le professeur Sqali. Mais elle a des adénopathies maintenant, donc c'est Oui. autre chose. Alors, au niveau du service ORL, une nasofibroscopie a été réalisée en urgence, révélant un tissu tumoral occupant le nasopharynx et s'étendant dans les 2 fosses nasales. Des biopsies ont été faites et ils ont même fait une réduction de la masse pour éviter une trachéotomie. Elle était vraiment à 2 doigts d'avoir une trachéotomie. L'analyse histologique complétée par un examen immunohistochimique a confirmé le diagnostic de rhabdomyosarcome de type embryonnaire. La TDM cervico-faciale a mis en évidence une énorme masse du cavum qui s'étend en avant, en arrière et même latéralement. Il y avait aussi des métastases pulmonaires, comme on voit, il y a de multiples nodules pulmonaires. Elle a été adressée en urgence au CHOP et c'est là l'état dans lequel nous l'avons reçue. Ishraq avait une bouche ouverte, une très grosse difficulté à respirer. Il y avait des traces d'épistaxis. La tumeur était même visible au niveau du palais. Et on voit les adénopathies cervicales. C'était en fait un rhabdomyosarcome ORL classé haut risque de mauvais pronostic puisque l'âge il est inférieur à 10 ans et la petite elle n'avait que 3 ans. La taille de la tumeur supérieure à 5 cm. L'histologie c'était un type embryonnaire. Il y avait une atteinte ganglionnaire, il y avait des métastases. Alors, comme on a vu, Ishraq a subi une longue errance diagnostique. Elle a consulté 8 médecins différents, 11 consultations, avant que la cause réelle de ses symptômes ne soit identifiée, mais c'était déjà trop tard. Ce retard a malheureusement aggravé son état. La petite est décédée juste après sa première séance de chimiothérapie. Donc, pourquoi je présente ce cas? C'est pour retenir, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir tout d'abord que lorsqu'un patient présente une obstruction nasale, surtout une obstruction nasale unilatérale qui évolue rapidement vers une obstruction bilatérale, ou lorsqu'il présente des symptômes ORL persistants ou s'aggravant, il ne faut jamais se limiter à des diagnostics de facilité, des diagnostics courants tels que les végétations adénoïdes ou la rhinite allergique. Une endoscopie nasale doit être faite en urgence. Par ailleurs, et j'insiste sur ce point, la radiographie du cavum n'a plus de rôle dans le diagnostic des infections ORL en raison de sa faible précision, de l'exposition inutile aux radiations et de la disponibilité d'examens plus sûrs et plus performants tels que la nasofibroscopie. Enfin, il est important de noter que l'absence de détection tumorale lors d'un examen anatomopathologique ne permet pas d'exclure la cause tumorale. La biopsie a été réalisée à l'aveugle et peut ne pas avoir pris le tissu tumoral malgré sa présence. Pour conclure, lorsqu'on évalue les symptômes ORL chez les enfants, il est essentiel d'être vigilant et méthodique. Ceux-ci peuvent parfois cacher des causes tumorales, comme le cas d'Ishraq. En tant que clinicien, il est crucial d'envisager ces possibilités et d'effectuer des examens appropriés, comme l'endoscopie nasopharyngée, et le diagnostic précoce est très important. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Oui, vous avez tracé le parcours d'un patient. C'est un exemple parmi d'autres exemples. Il y a des leçons directes de cette observation liées à la spécificité de la pathologie. Il y a des leçons indirectes, c'est le retard diagnostique. Quand les choses ne s'améliorent pas, donc il faut s'arrêter et faire une discussion, céder la main, c'est très important. Moi, c'est l'occasion de parler d'une chose, parce qu'on est sur la réforme des résidana, on avait discuté les cursus, les stages fondamentaux. La discussion était, on avait proposé le passage dans un service de CHOP. 6 mois, ça a été discuté, 3 à 6 mois. Pour certains, ce n'est pas obligatoire, c'est une pathologie spécifique. Moi, j'ai bataillé pour laisser le passage dans un service le service d'hémato-oncologie, parce que la pathologie cancéreuse, la place de pédiatre, elle est très importante. Ce n'est pas dans la prise en charge globale, c'est un spécifique, mais le diagnostic précoce.
un symptôme qui persiste, donc il faut se poser des questions. Voici, c'est très important, c'est une observation originale dans sa présentation et dans les leçons à tirer. Voilà. J'ajoute, il y a beaucoup de leçons. Premièrement, beaucoup de médecins, quand on cède la main à un spécialiste, on se focalise à l'organe. Alors que le pédiatre a la médecine interne. Donc, il va tenir compte du poids, de la taille, de plusieurs paramètres qui vont attirer l'attention. Et hier, c'est les mêmes cas que le professeur Kerkoubi. Les urgences, il faut faire attention. L'essentiel, il y a la démarche. On passe à côté de beaucoup de pathologies et qui traînent. Et enfin, là, on va dire la faute de qui? Les parents ou le médecin. C'est le médecin. Première consultation, deuxième consultation. Le genre de parents, il faut l'éduquer. Il n'est pas convaincu. Ça, c'est une responsabilité partagée des parents et des médecins. Les parents ont fait des papillonnages. D'un médecin à un autre, d'un médecin à un autre, d'un médecin. Le médecin n'a pas le premier traitement, a vu au contrôle, il lui a dit on attend. Alors ils ont attendu, ils reviennent le voir, ils ne sont pas revenus le voir, ils sont partis ailleurs. Premier ORL, deuxième, troisième ORL. Moi ce qui m'a étonné c'est ça. Un ORL qui fait une ablation de végétation, on voit un truc d'anapathe. On n'a jamais fait ça les ORL. Quand ils font l'ablation de végétation, je n'ai jamais vu un ORL envoyer les végétations pour un appât. Pourquoi ce non, c'est pas systématique. Alors, moi j'ai eu cette même discussion avec les ORL. Ils ont à l'hôpital d'enfants et même à l'hôpital des spécialités de Rabat, maintenant tout ce qui est enlevé est adressé à la NAPAD. Les parents qui ont eu, ceux que j'ai connus, qui ont fait d'ablation de végétation n'ont jamais eu d'études à NAPAD. Adilou là. Des ORL, ils sont bien formés. Si là, le premier ORL a vu l'enfant, le deuxième, il fait de la nasofibroscopie. Pourquoi elle n'a pas été faite par l'ORL? L'ORL, première chose qu'il fait, c'est la nasofibro, me fait. C'est la nasofibro, et grâce à la nasofibro, il a le diagnostic. C'est une faute médicale. C'est au médecin de sensibiliser. On organise la discussion. Vous ajoutez un plus. Vous animez vous-même votre observation parce que vous êtes affecté par ce qui arrive. Moi, je vais diviser cette observation en deux parties. La première partie, je papillonne, comme a dit Mme Millet, vers les médecins, c'est les parents, ça s'améliore. Je voudrais insister sur le fait que les végétations adénoïdes existent chez l'enfant, que le diagnostic en est facile, elle dit, et que c'est le premier responsable des otites séromuqueuses chez l'enfant, et que l'otite séromuqueuse donne la surdité chez l'enfant. Donc, il ne faut pas ignorer cette pathologie. À le niveau elle aurait pu, dès le départ, faire une radiographie du cavone, radiographie végétation adénoïde. La deuxième chose, une fois qu'on a fait les trucs, il y a une remarque faite par le docteur Kharkouri. Tout de suite, il a réagi, mais ça, c'est une radio qui ne donne pas l'aspect de... Les cliniciens, malheureusement, nous sommes tributaires. Nous sommes tributaires des résultats des radiologues. On n'interprète plus la radio. Pour moi, après, on n'interprète plus. Et voilà, on est la conclusion de je fais la même chose. Donc déjà, docteur Azali, retient l'attention. La troisième chose, effectivement, comme a dit Madame Truc, elle vient pour, je ne sais pas, pour la énième fois, une rhinoscopie, il ne faut pas l'analyser sur le plan passionnel, il ne faut pas l'analyser sur le plan passionnel. Ça, sinon, il faut voir un peu, se mettre à la place du médecin qui voit l'enfant. C'est facile de critiquer par la suite, c'est facile de regarder. Là, je vous demande qu'est-ce qu'on pourrait déduire de ça. Donc il y a des fautes, des insuffisances de la part des médecins, insuffisances de la part de la...
une remarque pertinente de Sarah Pauline, qu'on a bref l'irrégularité, la régularité des images radiologiques. L'empreinte n'est pas régulière. La régulisation dans les fonctions irrégulières, c'est autre part. Les anecdotes sont nombreuses. Ça fait corps étranger. Je l'avais présenté ici aux collègues d'El-Jdida. J'ai pas de fibroscopiste. Sa fille, j'ai fibroscopie. J'ai fait participer les parents à la démarche. Un scanner. Le scanner, il est normal. Mais elle ne s'améliore pas. Je l'ai envoyé chez Abid, le lendemain, il fait fibroscopie. J'ai un corps étranger. Un corps étranger. Bronchique, Ça dure par d'autres parents. Le diagnostic est le tout tardif, malheureusement. Oui, c'est ça. Ou bien une localisation le pelvis, j'ai vu des observations sur les papiers, le diagnostic est pathologie grave déjà. Des médecins avoir un esprit critique. Voilà, des médecins porteurs de maladies l'identité du patient. Donc l'identité du patient, je vais taper le médecin tel il faut la traîner. Donc il faut arrêter. C'est de la main. Merci beaucoup pour cette dernière remarque. De patients consacrés, on a appris nos maîtres, il faut les staffer. Appeler au téléphone et les staffer. Communication libre. Torsala Zizoun, intérêt de la nébulisation de sulfate de magnésium et des exacerbations de l'asthme sévère. Il a été présenté comme poster, mot le jury l'a choisi pour qu'elle soit présentée oralement. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter aujourd'hui une étude qui porte sur l'intérêt de la nébulisation de sulfate de magnésium dans les exacerbations d'asthme modéré à sévère chez l'enfant. Et pour ceci, on va suivre le plan suivant: introduction, objectif, matériel et méthode, résultats, discussion et conclusion. Alors, comme introduction, l'asthme est la principale maladie chronique chez l'enfant. Les exacerbations de l'asthme, qui sont des causes fréquentes de consultation aux urgences pédiatriques et d'hospitalisation chez les enfants, constituent la principale cause d'absentéisme scolaire. Habituellement, elles sont traitées par des nébulisations répétées de bronchodilatateurs d'action rapide et de corticothérapie systémique. Et en cas d'échec, d'autres traitements peuvent être proposés, notamment le sulfate de magnésium. Alors celui-ci joue un rôle de bronchodilatateur et d'anti-inflammatoire. Il agit sur le fibre musculaire permettant ainsi leur relaxation. Il inhibe l'histamine, l'acétylcholine et permet la libération de cation dans le cytoplasme. Alors l'objectif de cette étude, c'est de déterminer l'apport de sulfate de magnésium inhalé comme traitement adjuvant dans les crises d'asthme modérées à sévères chez les enfants. Alors, on a mené une étude prospective randomisée en double aveugle qui porte sur 60 enfants dont l'âge compris entre 2 et 15 ans, admis pour exacerbation d'asthme modéré à sévère au service de pneumo-allergo et maladies infectieuses à l'hôpital d'enfants de Rabat entre le 1 juillet et le 31 décembre de l'année 2023. Donc, les patients qui ont été exclus, ce sont les patients qui ont présenté en plus de l'asthme une autre pathologie associée, ainsi que ceux ayant refusé de participer à l'étude. Alors, on les a répartis en deux groupes, sulfate de magnésium et placebo, 30 patients dans chaque groupe. Les deux groupes ont les mêmes données démographiques et les parents ont rempli à l'admission un questionnaire qui comprenait l'âge, le sexe, l'utilisation ou non d'un traitement de fond, la prise en charge initiale à domicile. Alors nos patients étaient évalués selon le score NPIS qui se base sur des critères cliniques, à savoir la saturation en oxygène, les signes de lutte respiratoire, la fréquence cardiaque et respiratoire, les racines bilan à l'auscultation et le rapport du temps inspiratoire sur le temps expiratoire. Alors la sévérité de l'exacerbation d'asthme a été définie selon ce score en exacerbation légère dont le score est inférieur à 7, modéré entre 7 et 10 et sévère si le score est supérieur à 10. Alors, 60% ont été randomisés dans deux groupes. Ils recevaient en plus de prédnisolone par voie orale et du traitement classique, soit de sulfate de magnésium, soit du placebo. Alors, le premier groupe, il a reçu un cc de sulfate de magnésium 15%, plus 0,03 cc kg de salbutamol, plus 1,5 cc de sérum salé à 3 reprises chaque 20 minutes, c'est-à-dire à H
0, 20 minutes et 40 minutes. Le deuxième groupe, alors il a reçu 0,03 cc par kilo de salbutamol plus 2,5 cc de sérum salé à 3 reprises également. Dans les cas de non-amélioration ou d'aggravation, on continuait avec une nébulisation de salbutamol et sérum salé pour les deux groupes. Le score MPIS a été évalué à H0, 20 minutes, 40 minutes et en cas de non-amélioration à H1 et H3. L'étude statistique a été réalisée sur le logiciel SPSS. Une différence est considérée significative pour un P inférieur à 0,05. Alors pour les résultats, dans notre étude, la moyenne d'âge était de 4 ans avec un minimum de 2 ans et un maximum de 15 ans. Dont 75% c'était des garçons et 27% des filles, avec une nette prédominance masculine à 75%. Chez 28 patients, le diagnostic d'asthme était établi à un âge inférieur à 3 ans, soit 47% de nos patients, et 25 patients entre 3 et 5 ans, soit 42%, 8% entre 5 et 7 ans, 2% entre 7 et 9 ans, et 2% supérieurs à 9 ans. Alors, 63% de nos patients étaient admis pour une crise d'asthme inaugurale, tandis que 37% étaient connus asthmatiques, et 32% étaient sous traitement de fond et 5% sous bêta-2-mimétique à la demande. Pour la prise en charge initiale à domicile, aucun traitement n'a été pris initialement chez 62% des patients, 13% avaient reçu des bouffées de bêta-2-mimétique uniquement, tandis que 27% avaient recours aux corticoïdes oraux. Alors pour l'évaluation clinique, à l'admission, le score moyen dans les exacerbations modérées était de 6,9 dans le premier groupe et de 6,7 dans le deuxième, avec un P qui est égal à 0,03. À 20 minutes, le score il était à 5,4 par rapport à 4,92, avec un P qui est à 0,26. Et à 40 minutes, le premier groupe avait un score à 4,6 par rapport à 5,3 dans le deuxième groupe, c'est-à-dire le groupe placebo, avec un P qui est égal à 0,16. Alors pour les exacerbations sévères, à l'admission, le score était évalué à 13, donc dans le premier groupe, et 12,6 dans le deuxième groupe. Après 20 minutes, le score il est passé à 5,5 dans le premier groupe et 9,6 dans le deuxième groupe, avec un P qui est égal à 0,34, et à 40 minutes, le score il est passé à 3,3 dans le premier groupe et 6,1 dans le deuxième, avec un P qui est égal à 0,57. Ainsi, la différence du score entre les deux groupes n'était pas significative, aussi bien pour les exacerbations modérées que pour les exacerbations sévères. Alors, pour la discussion, les résultats restent discordants. Plusieurs études ne rapportent aucun bénéfice de sulfate de magnésium en nébulisation dans les exacerbations d'asthme chez l'enfant par rapport au traitement classique, comme dans la série de Turker et Hall ou de Colin Powell, ce qui concorde avec les résultats de notre étude. Par ailleurs, certaines études ont souligné l'intérêt de sulfate de magnésium dans l'exacerbation d'asthme chez l'enfant, comme l'étude faite par Rodney et Hall. Malgré le nombre limité des patients et l'absence d'une évaluation des fonctions respiratoires, notre étude peut répondre à la question sur l'intérêt du sulfate de magnésium dans la crise d'asthme. Ainsi, pour conclure, à la lumière de la littérature et selon les résultats de notre étude, l'addition de sulfate de magnésium en nébulisation dans l'exacerbation d'asthme chez l'enfant comme traitement adjuvant au traitement standard n'a pas montré de bénéfice aussi bien dans l'exacerbation modérée que pour l'exacerbation sévère. Merci beaucoup pour cette présentation. Bien travaillé. Bien travaillé. Travail méthodologiquement bien fait. Donc, oui. Moi, je voulais juste te dire, dans tes résultats, tu as zappé la plaque la plus importante. Dans tes résultats, au lieu de parler, de dire 9, voilà, ça c'était la meilleure. Donc tu pouvais tout résumer ici et prendre ton temps pour bien expliquer. Tu vois? Alors pour conclure finalement, est-ce que tu peux répondre à la question? Là, je pense que non. Il faut d'autres. Et il y avait d'autres études qui étaient faites en réanimation, parce qu'en réa pédiatrique, ils utilisent beaucoup le sulfate de magnésium et ils ont une série. Donc, mais c'est des formes sévères des asthmes aigus graves, ça c'est différent. Alors justement, puisque tu fais de la réa pédiatrique, maintenant on utilise... Tu peux pas arrêter les urgences. Les urgences, mais tu vois des urgences. Proche de la réa. C'est proche de la réa. Vous voyez les malades... C'est plus que la réa. Oui, exact. Alors,
l'approche actuelle dans les exacerbations et dans les crises aiguës, les crises sévères, c'est le bidénoside, le pulmicort en nébulisation. Il est excellent et on peut le faire pratiquement avec une grande sécurité. Et il est excellent. Comment? Ça coûte cher. Non. Si, Non, si, du c'est tout. pas disponible. Alors, c'est pas disponible les urgences et c'est Ah, très pour discuté. l'hôpital. Et c'est très La réponse, c'est discuté. des La réponse, elle est très discutée en ce qui concerne la réponse dans les formes sévères. En tous les cas, l'équipe de Casa, ils l'utilisent très bien et ça marche très bien. À Casa, ça marche très bien au niveau des urgences, au niveau de la service de pneumos. Et pour les autres, Mais on ne l'utilise pas à gauche et à droite. non, Il est c'est cher. Pas cher. غالي غالي Quand tu dis cher, c'est relatif par rapport Par rapport à l'hôpital, donc nous on parle l'hôpital, hôpital public. À l'hôpital l'achète. Il l'achète, mais en quantité réduite, donc il est réservé pour des situations. Une petite remarque. Il faut faire quelques différences entre les enfants qui ont déjà été qui sont sous traitement de ventoline, parce qu'il y a ce qu'on appelle une tachyphylaxie en réanimation, c'est-à-dire que les récepteurs à la ventoline vont se fermer. Et nous les ouvrons avec le pulmicort. Donc cela, on ne peut pas faire c'est pas homogène comme groupe. Cela, c'est un autre groupe. La deuxième chose, moi j'ai toujours appris, je ne sais pas si ça a changé depuis, que les masques, vous savez, la ventoline, quand vous la mettez, si vous mettez 20 minutes, c'est trop court pour refaire un autre masque. Parce que vous n'avez que les effets indésirables. Parce que le premier masque, il ouvre le proximal. Et puis si vous mettez un masque trop rapproché, le deuxième tiers du poumon n'a pas encore eu le temps de s'ouvrir. C'est-à-dire, vous allez avoir un dépôt de ventoline dans le premier. Donc ce qui fait que vous n'avez que la tachycardie, mais pas d'ouverture. Donc il faut laisser le temps au poumon pour qu'il s'ouvre, pour que le deuxième masque aille plus profond. Voilà. Monsieur le Président, je crois qu'on arrive au terme de cette session qui est très intéressante. C'est toujours intéressant les communications. On les sous-estime, il y a des sujets de différentes thématiques, donc c'est très important et je remercie toute l'assistance. Les jeunes, vous avez le privilège d'avoir des grands patrons de la pédiatrie, notre maître. Les remarques que vous avez entendues, c'est pour s'améliorer. Peut-être, je fais un autre congrès, mais là on est entre nous, donc c'est pas péjoratif, l'axe. Donc merci beaucoup. Donc, je crois qu'il y a une pause, et par juste après on va voir les meilleurs. De communication. Donc, la meilleure communication et le meilleur poster. Et la liste des posters des sujets qu'on avait reçus comme posters, donc une a été choisie et elle est devenue donc orale. D'ailleurs, vous avez assisté. Là, j'ai vu que les travaux sont tous intéressants. Il y avait des remarques, il y avait des leçons à tirer, mais on est obligé de choisir une. La meilleure communication, c'est celle qui a suscité beaucoup de discussions. C'est original. Ça nous rappelle les grands principes de la médecine. C'est la sensibilisation à la reconnaissance précoce des manifestations orales malignes chez l'enfant. Docteur Khadija Khadi. J'appelle Madame Haj Khalifa, la présidente de ce congrès, pour les marres. Je connais. Voilà. Docteur Voix va dire ce que c'est comme cadeau. La surprise. لا بس لو شفت الوقت تعرفوا باش تبقى لي كومونيكاسيون Tous les femmes. Tous les femmes. C'est la cuisine.
Il va nous inviter alors. Avec les travaux qui viennent pour se libérer de la crise. لازم نصور كمان. XXL d'une superbe marque. طيب ليه؟ صورنا مدام Merci. نحاول نعيطوا la deuxième. La deuxième meilleure communication, c'est Dr Sarah Zizou, intérêt de la numérisation de sulfate de magnésium dans les exacerbations de l'asthme. Oui. Félicitations. بركات تفضلي مدام بركات هذه الأستاذة كربوبي اللي سمعتيها لا ما بجي Les amis, venez tous. فؤاد c'est quoi? Alors là, c'est une sorte de cafetière, mais elle est programmable. C'est super. Hein. Oh là là. Mais si elle a envie de boire son café à 7 heures, elle programme la Ah d'accord, واحدة تتخدم. Le micro pour remercier nos invités. Je remercie Mme Khalifa qui nous a fait l'honneur. Je remercie Hassan qui a pris beaucoup d'efforts pour venir. Et je remercie les gens de Marrakech, Tanger, Fès et l'Afrique. Je remercie Mme Barakat qui est parmi nous. Hein, Moi, je fais partie de la troupe. Oui. Je l'ai vu naître, ce bébé. Oui, la première. Les 1000 jours. Donc, on a veillé aux 1000 premiers jours. Voilà. Je donne la parole à Hassan. Je me rappelle de la première séance et j'ai dit se prématurer. Et maintenant, il a bien réussi, il est devenu résistant et il a eu le sourire depuis le premier jour. Il ne s'est pas donné à n'importe qui. Et tu sais qu'il voulait vivre et aller très 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 loin. Et on lui souhaite une longue vie à ce congrès et à tous ses amis. Franchement, c'est un bonheur d'être parmi vous. Vous avez tous le sourire et on sent beaucoup d'amitié et de sincérité dans vos yeux et vous faites beaucoup de bien à la médecine au Maroc. Madame, je suis là pour finir. Alors, comme je dis hier, premièrement, l'ambiance amicale, le FES, c'est vrai que c'est un congrès incontournable. Mais il est triste. ما كيحضرش ما كيجيش كنعيط عليه ما كيجيش C'est la vérité. Triste كنديروا الآلة كنديروا كل شيء. Il est magnifique le congrès. Hassan, tu me laisses terminer, ta Foudaoui, tu me laisses Alors, moi je dis d'abord l'équipe, on avait l'ambiance d'un staff qui est entre plusieurs entités, entre Tanger,
Fès, Safi, par la présence de Oujda, il y avait Rabat, Casablanca, tout ça. C'était stable, Agadir aussi. Il y a une ambiance extraordinaire. Moi, je trouve, je dis, on apprend dans tout, on apprend les communications libres. Professeur Hida, je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai toujours aimé les communications libres parce qu'on apprend diverses pathologies, diverses interventions, diverses études. Nous apprenons. Il ne faut pas dire que nous connaissons. Il y a une interaction là-dessus. Et moi, je suis très, très contente et je suis très touchée par les membres du bureau de cette association. Vraiment très touchée. Et je suis à votre disposition que toutes les fois que je peux assister avec vous à votre réunion par mois, toutes les fois que je peux, parce que moi, je suis quand même... Je suis partout. Vraiment, avec plaisir, je viendrai vous voir. Vraiment, c'est une, comme a dit Hassan tout à l'heure, c'est une amitié. Et je répète que pour Fès, ils sont très nombreux, il devient incontournable grâce à l'amabilité. Grâce au sérieux, grâce au sérieux de Hida, à sa droiture, راجل معقول ما تقولش لي راجل معقول ما فيهش لي مياندر وداك الشيء اي وي ما فيهش لي مياندر il n'y a pas de méandre je suis d'accord avec moi voilà حنا les femmes nous disent les choses vraiment et beaucoup de gens ont beaucoup de respect pour lui et l'Attar aussi et tous les membres comment ils nous reçoivent au Dakshir, on va maintenant voir Asfi qui va bouger par rapport à... Vous savez, مشكل نحن معنا ونتحرك حبيبي جديدهم مع مراكش ils l'ont adopté. لا شوف garde ton identité. عبداني كفالة بيننا واحد كبير كاين دي كونفلي واحد كبير هيستوريك لا هذيك واحد حار تشرب الماء فوالا وي مي وي c'est la guerre. C'est pour ça qu'il y a quand il a dit ma famille est une des gens notables féodaux ديال عباد حنا هما اللي كان عندنا عيسى بن عمر حشفهم عيسى بن عمر هذا الناس هذه خربوشه خربوشه ce n'est pas une chicha militante vis-à-vis d'un prêtre qui est dalim et ainsi de suite. Voilà, Allah rahmah. Voilà. Ben, moi je suis très contente. Mais Jdila, quand j'étais petite, on venait souvent appeler Marrakchi Jdila. J'ai connu Arsène El-Jadidi, je suis membre fondateur de Tejmoua Tahrar Anouia, Sehmoud Osman, c'est plutôt Sehmoud Osman, mais lui c'est lui qui a travaillé énormément. J'ai accompagné Arsène El-Jadidi, j'ai plein de photos, je n'ai pas voulu vous les montrer hier, je voulais consacrer mon intervention au docteur Farage et non pas intervenir dans la politique, mais c'est Arsène El-Jadidi que j'ai connu, j'ai fait avec lui des différentes hamalat al-intikhabiyya. Vraiment, j'ai beaucoup de trucs. J'ai été reçue par Sa Majesté Hassan II à Jdida pour la première fois dans le cadre de cette invitation. Hassan, j'ai énormément de souvenirs avec lui. لا مش تخسروا لي il faut pas raconter des histoires Moi j'ai pas voulu dévoiler la réalité. C'est-à-dire il faut s'inscrire. Il faut dire que les femmes il faut d'abord s'inscrire dans des partis. ما كانش تجرب ديك الساعه il faut s'inscrire dans des partis où il y a une force populaire réel. Et beaucoup d'argent. D'abord, l'istiqlal pour le monde rural. L'istiqlal pour le monde rural. Deux, la ville, pour la ville, l'UCFP. Là, l'UCFP, il faut que l'intérieur accepte
il faut que tu sois épaulé par l'intérieur. Et il faut que tu aies de l'argent aussi pour ça. Il y a plusieurs facteurs. Voilà qui la braque l'intérieur en général pratiquement. Le mot Juste avant, je voudrais juste vous dire que... Retire ce que tu as dit. Non, attends, ce que j'ai dit, c'est juste parce que tu disais, ici c'est exceptionnel, etc. Mais c'est pour ça que je suis allé dans ce sens, pour anticiper. Mais chez elle, elle voulait dire, mais non, c'est pour vous dire que nous avons une ambiance spéciale. Moi, ça fait maintenant 6 semaines, tous les week-ends, je suis dans un cours. Meloujda, Tanger, etc. Et tout ça, tous les week-ends que Dieu fait, j'ai été 2 fois à Casa, etc. Et il y a une ambiance spéciale en pédiatrie. Je vais chez les réanimateurs adultes, je vais chez les gynéco-obstétriciens. Nous sommes uniques. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Nous avons un esprit, une gentillesse, un truc qui voilà, ça c'est important. Et pour retourner à Fès, Mgzali a tracé une ligne et il a laissé des héritiers qui sont dignes de lui. Et là, Mgzali, c'est une histoire de la médecine. Donc voilà, donc je voulais vous dire que nous sommes uniques, les gars. Alors, pour aller dans le sens, il y a 2 jours, j'ai amené quelqu'un de la famille, un garçon magnifique. Qu'est-ce qu'il a dit? Le micro. Là, effectivement, ولكن tu as un cœur d'enfant. Bien sûr. C'est une très bonne conclusion. C'est un enfant de 10 ans. C'est incroyable. Il m'a dit, mais vous avez regardé. Même remarque, le professeur Kazali a fait la même remarque. L'ambiance chez les pédiatres, c'est autre chose. On m'a dit le chirurgien, c'est toujours des petits conflits. C'est juste, je ne vais pas, je sais que le président dire ce qu'il a à dire. On a juste un mot encourageant pour les étudiants, pour les résidents. Vous avez eu des remarques, comme a dit le professeur, vous avez eu des remarques. Ceux qui ont le prix ou là de belles remarques, c'est encourageant. Pour les autres, ça ne doit pas être décourageant. Au contraire, ça doit vraiment vous pousser parce que c'est des remarques en fait. Je le prends tant que vous l'oubliez, il y a la question de la réunion, comme mes enfants. C'est pour ça que je travaille à 200 adaptés. Pardon, excusez-moi. Merci. Les jeunes, quand j'étais interne au CHU de Roche, il y avait un cardiologue, il s'appelait Menassara, un cardiologue. J'étais externe. Moi, j'ai commencé mes stages en première année de médecine. Je suis passionnée en première année. Et j'allais en 3e année en cardiologie. Et je ne vais pas nommer un très bon cardiologue à Casablanca. Et je voyais son observation se déchirer 3 fois. Si je vous dis le nom, Diallo, enfin je ne vais pas dire le nom, mais c'est un grand cardiologue à Casablanca. Son observation, quand il était médecin déjà, mais chez externe, médecin, dans le service de cardiologie, son chef de service a déchiré les observations 2 fois, 3 fois. Donc, je ne vais pas juger l'acte de ce... Mais vous avez remarqué hier la présentation des chirurgiens pédiatres de Casablanca, qui étaient des présentations extraordinaires, magnifiques. La présentation des conférenciers eux-mêmes, leur façon d'être, l'éloquence d'Yadou, c'était des trucs extra. Et bien ça, c'est l'empreinte d'Yassir Harouchi. Ça, c'est l'empreinte d'Yassir Harouchi. Ça, il faut quand même reconnaître. Et j'étais un peu déçue de ne pas retrouver dans les plaques de Fès une photo où il y a le professeur Harouchi, avec lequel j'ai travaillé pendant... Ça, c'est l'empreinte. C'est l'empreinte d'un maître, l'empreinte d'un chef de service. C'est très important. Merci beaucoup. Merci. Bon, et l'année prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.